Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On avait envie de vous parler du Spiel des Jahres 2024. Absolument. Qui approche à grands pas. Les nominations, elles ont été annoncées il y a quelques semaines. On en a déjà parlé sur le blog. Mais là, on avait envie d'approfondir un petit peu le sujet en vidéo. Tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est le Spiel des Jahres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce prix allemand? Le Spiel des Jahres, comme tu le dis, c'est un prix allemand. C'est le prix le plus important à ce jour au monde, qui existe depuis 1978. Pour vous dire à quel point il a... C'est plus vieux que moi. Pas moi. Tous les ans, il décerne 3 prix. Là, on a toujours le Kinderspiel des Jahres, qui est le prix pour les enfants. Le Spiel des Jahres, qui est le prix famille, celui qui concerne à peu près tout type de joueurs. Et le Kennerspiel, qui lui est plus pour les connaisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus l'habitude de jouer. Mais c'est pas expert, parce qu'il y a des gens, des fois, qui confondent presque un peu les deux. Kenner, ça veut dire connaisseur en allemand. Donc mais c'est là-dedans qu'on va retrouver justement les jeux experts, les jeux initiés, et puis ceux qui ont un peu plus d'exigence, disons. Exactement. Et donc les résultats vont être annoncés le 21 juillet à 18h, et pour une fois, ils vont annoncer les 3 en même temps, parce que oui, c'est vrai que d'habitude, le Kinderspiel est bien en amont. Exactement. Et là, pour une fois, on n'aura qu'une seule fois à regarder. Et donc là, on s'est dit, ça pourrait être cool de vous présenter tous les nommés, et puis donner notre pronostic. Et je propose qu'on commence par les jeux enfants. Allez, hop, c'est parti. On commence avec le plus petit. Le plus petit, Taco Chaton Pizza. Donc un jeu pour enfants à partir de 4 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 5 minutes. Un jeu créé par Dave Campbell et Thierry Denoal, illustré par certainement les studios Blue Orange. Et édité par Blue Orange. Le nom est pas inconnu à ceux qui jouent déjà un petit peu, puisque c'est la version enfant d'un jeu déjà existant. Exactement. Taco Shabu Cheese Pizza. Un jeu qu'on vend depuis un petit moment, qui a un certain succès, clairement. Ouais, un très gros succès. Et là, donc, c'est la version pour les tout petits, à partir de 4 ans, comme tu disais. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Eh tout est marqué sur la boîte, comme dans l'autre. Déjà, il y a que 3 mots à retenir, taco, chaton et pizza. À la base, le jeu d'origine, c'est un jeu dans lequel on doit retourner une carte en disant un mot, et en suivant la liste des mots indiqués. Et dès que ça correspond, dès que ce que je dis correspond à ce que je joue, il faut pas être le dernier à taper sur le tas de cartes, sinon on récupère des cartes. Donc c'est un jeu de rapidité, d'observation. Ouais, et de défausse de cartes. Et de défausse de cartes, oui, puisque je peux être le premier à se défausser toutes ces cartes. Là, c'est le cas pour la défausse. Oui, parce qu'ici, il faudra être aussi le premier à se défausser toutes ces cartes. Totalement. Mais désormais, la mécanique est un peu différente. On va annoncer un des 3 mots, aléatoirement. Et si jamais on sort bien la carte qui correspond, on a le droit de rejouer. Mais il y a une petite carte un peu spéciale, c'est le bonbon. Dès que le bonbon sort, comme dans le jeu pour les grands, on tape. Enfin, le dernier qui a tapé ramasse les cartes. Exactement, comme dans l'autre, finalement. Donc c'est marrant, il y a un peu ce mix, parce qu'on retrouve la rapidité, mais pas tout le temps. Et puis dans l'autre, on l'a pas évoqué pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il y a aussi 3 personnages qui mettent le bazar. Et c'est un peu le rôle du bonbon dans celui-ci. C'est très malin d'avoir réussi à simplifier au possible, parce que c'est vrai que les jeux de rapidité d'observation, pour les petits, parfois ça peut être compliqué quand il y a des plus grands autour de la table. Et puis il y a des choses à retenir, alors que là, finalement, c'est assez simple. C'est vraiment une très très belle adaptation. Pas besoin de savoir lire en plus. Voilà. Et donc toi, tu as joué beaucoup en famille en particulier? Ah oui, et mes filles sont plus grandes que les 4 ans annoncés. J'ai des filles de 10 et 13 ans, et on a fait que ça tous les 2 derniers week-ends. Ma petite l'a même apporté à l'école pour le dernier jour. Elle adore, vraiment elle adore. Pourtant, on y a joué, à l'autre aussi. En toute franchise, nous aussi, on adore. Ah bah oui, bien sûr. Non mais c'est vrai que c'est pour les tout petits, on jouera plutôt au jeu pour les grands, mais on a passé d'excellents moments à y jouer. C'est surtout un jeu, quand ils l'ont annoncé, on l'avait même pas ouvert. En vrai, on s'est dit c'est une version pour enfants, on a regardé ce qu'ils proposaient, mais on n'a pas testé pour autant. Et on aurait dû. Ouais. Parce que franchement, même entre adultes, c'est rigolo. Ouais. Merci le Spiel finalement. Oui, carrément. C'est ça qui est chouette avec les prix ludiques. Souvent, ça remet en avant des jeux qu'on n'aura pas forcément testés, etc. Et là, c'est une vraie très belle surprise. Une boîte un peu plus grosse, les clés magiques. Un jeu à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs et des parties de 15 minutes. C'est un jeu de Markus Slavicek et Arnaud Stenwender, illustré par Camilla Perrou, et c'est édité par Game Factory et Happy Baobab. Un jeu qu'on a mis depuis longtemps en coup de cœur sur le site, Ouais. Parce qu'on l'avait testé avant même qu'il sorte, quand notre commercial nous l'avait présenté, et déjà on avait trouvé que c'était très cool. Immédiat. Ah ouais, ne serait-ce que par le matériel. C'est déjà très très chouette. Mais mécaniquement, donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on va se promener dans la forêt pour aller chercher des trésors perdus. Et en fait, c'est un stop ou encore. On va lancer des dés jusqu'à s'arrêter pour pouvoir espérer récupérer une clé qui ouvrira un coffre. Ou pas. C'est ça. C'est tout l'intérêt du jeu. Exactement. Donc, en gros, le principe est simple, je lance les dés, je peux avancer mon personnage d'une certaine valeur, sauf qu'il y a des dés avec des lunes qui vont être mis de côté, qui vont être bloqués. Et si jamais à un moment donné, j'ai que des dés avec des lunes, mon tour s'arrête, j'ai tout perdu, et je vais laisser même des avantages à mes adversaires. Oui, parce qu'il repartira de là où je suis arrivé, Exactement, ça lui fait plus d'avancer. Carrément. Sachant que plus j'irai loin, et plus je pourrai récupérer éventuellement
de rubis. Dès que je m'arrête, je peux prendre la clé qui est à l'emplacement où je me suis arrêté et essayer d'ouvrir le coffre. Un petit système d'aimance assez ingénieux qui permet d'ouvrir ou non ce fameux coffre. C'est ça. Et si jamais il s'ouvre, déjà c'est super chouette le petit moment de tension avant de l'ouvrir. Et donc quand ça s'ouvre, je peux récupérer des diamants et sinon, tant pis pour moi. Ce qui est très fort dans le jeu, je trouve, c'est qu'il y a tout ce qui fait un bon jeu pour enfants, la petite mise en scène avec le coffre, les clés, etc., etc. Mais basé sur une mécanique qui pourrait finalement être un jeu d'ambiance pour adultes, quoi. En vrai, ça c'est un jeu qui serait pour tout le monde, qui est intéressant pour les adultes comme pour les enfants. Complètement. Le parti pris a été de prendre un univers plus enfantin. Exactement, avec cette petite mise en scène. En plus, on joue dans la boîte, il y a le château en 3D au fond. C'est un jeu qui a bien marché en boutique, qu'on vend régulièrement, et j'espère que ça lui fera encore un coup de pouce supplémentaire. Bah oui, parce que ça fait déjà un petit moment plus qu'il est sorti. Ouais. Donc s'il est nommé cette année, c'est qu'il fait partie des sorties allemandes de l'année. Et on espère qu'il aura autant de succès en Allemagne, qu'il ait le prix ou non en fait. Et comme chaque année, une surprise, parce que c'est un jeu allemand qu'on ne connaît pas dans nos contrées, Grosse Clan Edelstein. Le trésor des kobolds en français. Et ça devrait sortir a priori en automne de cette année. C'est un jeu à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes. Un jeu de Wolfgang Warsch, illustré par Mariana Zwanetti et édité par Spic. Donc c'est un jeu qui est sorti en Allemagne, mais toujours pas en France, c'est pour ça qu'il est dans la sélection, mais qu'on n'en avait pas entendu parler. On a réussi à s'en procurer un exemplaire, parce que c'est assez compliqué. Dès que le jeu a été nommé, on a bien vu que sur les sites allemands, il disparaissait, quoi. Et ce qui est cool avec les jeux pour enfants, c'est que c'est pas trop compliqué. Donc avec un peu de traduction, même si on ne maîtrise pas l'allemand, c'était pas très complexe de tenter une partie de celui-ci, quoi. Et alors qu'est-ce que c'est que cette mécanique? Et ben c'est une mécanique assez étonnante qui est basée sur de la reconnaissance de forme et aussi de l'estimation de taille. Sur le papier, je me demandais vraiment si ça allait être intéressant pour tout le monde autour de la table. Et on a pu le tester même entre adultes, ça fonctionne très bien. L'idée est simple, les kobolds ont perdu leur couronne et on va essayer de la reconstituer. Donc il y a plein de diamants de plein de formes et plein de tailles différentes. Et en gros, on retourne 3 cartes objectifs au centre de la table. Et là, tout le monde va chercher quelque chose qui correspond le mieux aux cartes des joyaux. En estimant la bonne taille. C'est ça. Mais bon, on va pas pouvoir poser directement dessus. On va vraiment estimer au jugé, quoi. Et c'est pas du tout évident, du tout. C'est très galère même. Parce qu'il y en a tellement. Déjà, rien que de trouver la bonne forme, c'est pas évident. Parce qu'il y a des formes qui sont vraiment très très peu nombreuses. Oui, complètement. Et donc, rien que déjà la retrouver au milieu de la table, on galère un petit peu. Et après, il faut trouver la bonne taille. Et ça, c'est encore pire. Parce qu'en fait, si tu trouves la taille exacte, tu marques les points. De la carte, tout à fait. Et sinon, tu auras une compensation si t'es juste la taille au-dessus ou la taille en dessous. C'est ça, c'est des petites morceaux de loupe qui nous permettront, si on arrive à en avoir 3, d'avoir une compensation, une autre carte au hasard qui vont nous donner des points. Et en plus, moi, j'aime beaucoup le système, c'est assez ingénieux, là, le système de petits symboles qui va nous indiquer si on a vraiment la bonne taille ou une taille approchant. Ça, c'est très très malin. En tous les cas, moi, c'est une très très belle surprise, clairement. J'ai trop hâte qu'ils sortent et qu'on puisse le proposer en boutique. Et en plus, on l'a même joué entre adultes. Oui. Et on s'est vraiment éclaté. Oui, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai fait des parties où j'étais au taquet, ça marche et tout. Et puis la partie d'après, toujours à côté, quoi. Et de loin, en plus, c'est ça qui est énorme. Mais une fois, j'ai eu l'impression d'avoir la bonne taille ou voir juste celle qui est autour. Et en fait, pas du tout. Bon, après, il y a la perspective qui peut changer, à ma défense. Mais non, c'est vraiment très très malin. Et puis j'ai l'impression qu'en plus il y a certaines pierres qui sont plus complexes que d'autres. J'ai pas regardé en détail, mais c'est ce qui m'a semblé en tout cas. Il y en a qui sont moins nombreuses, il y en a qui sont plus difficiles à trouver, avec les écarts plus ou moins grands. C'est pour ça que certaines cartes valent plus que d'autres à mon avis. Voilà pour le dernier jeu de la catégorie enfant. On va passer à nos pronostics. Écoute, on est face à 3 excellents jeux, clairement. Complètement. Je sais pas si toi t'as déjà un petit favori. Moi je sais que j'en ai un clairement depuis le début. Enfin depuis que j'ai testé les 3. Moi j'ai un gros coup de cœur clairement pour le Trésor des kobolds. Je trouve que c'est vraiment excellent. C'est tout ce qu'on attend d'un jeu pour enfants. Je dis pas que les autres sont mauvais parce qu'il y a quand même le même esprit. Mais là j'ai vraiment cette sensation d'équité entre les joueurs, qu'ils soient adultes ou enfants, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup dans celui-ci. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que de toute façon les 3 sont excellents. Oui. Que celui-là apporte vraiment quelque chose d'assez original. Mais malgré tout, moi j'ai mon petit coup de cœur pour les clés magiques que j'aime beaucoup vraiment et qui depuis toujours fait partie de ces jeux auxquels j'ai plaisir à jouer avec des petits comme avec des grands. Après, il y a ce côté, pour moi c'est plus une nouveauté. Oui. Alors que celui-là en est une, donc ça pourrait... c'est vrai que ça joue en sa faveur, peut-être même dans mon esprit, le fait que on l'ait joué il y a juste pas longtemps, et c'est cet effet de découverte qui est assez présent. Quel que soit le résultat, de toute façon, ce sont 3 excellents jeux. Absolument. On a hâte d'être au 21 juillet pour voir lequel d'entre nous a fait le bon pronostic. Et ça se trouve, aucun. Ce sera peut-être le petit taco. Et ce sera très bien. On continue avec les Kennerspiel, les jeux pour connaisseurs. C'est-à-dire les jeux un peu plus complexes. C'est ça. Avec le premier prétendant, la Guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. Un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, illustré par Gerald Landman, édité par Kelly Games et AEG. C'est un jeu d'exploration où on aura une carte chacun et on va donc
explorer, comme je disais, pour aller rechercher des villages, des tours et marquer des points grâce à notre expansion. Un jeu qui se joue en plusieurs manches. Voilà, à chaque fois, on va essayer de repartir de villages qu'on a déjà explorés. Et donc, c'est un jeu qui aurait pu sortir en flip and write. Le flip and write, c'est des jeux à cocher où on va retourner une carte et donc tout le monde coche sur son plateau. Que là, plutôt que d'utiliser des feutres, ils ont préféré utiliser des cubes. C'est un jeu qui est sorti il y a quand même plusieurs mois, qui est un peu passé inaperçu en France. Qui a eu quand même un petit moment d'intérêt, on va dire, ouais. Et puis qui est gentiment disparu des rayons. À chaque tour, on révèle une carte, ça présente des terrains, et donc ces terrains-là, on va poser des cubes dessus pour explorer notre carte. On va utiliser toutes les cartes, à chaque manche, on va réutiliser les mêmes cartes, plus les pouvoirs personnels qu'on aura obtenus, et donc on va essayer de se développer mieux que les autres. C'est ça qui est assez cool, c'est qu'il change un petit peu la donne, avec une partie qu'on connaît, puisqu'il va revenir, et puis une autre... C'est ça, en fait, on sait exactement ce qui va arriver, mais on ne sait pas dans quel ordre. C'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est le plaisir du hasard, et en même temps de l'anticipation. Et à mon avis, le fait qu'il n'ait pas marché tant que ça en boutique, c'est aussi peut-être le choix éditorial. Oui. Parce que finalement, le jeu, alors c'est un vrai plaisir de manipuler des cubes, de faire tout ça, même s'il y a le risque de, hop, avec la manche, alors tout déplacer. Mais n'empêche qu'ils auraient sorti en peut-être plus petit, ouais. Avec juste des feutres, ça aurait peut-être été moins cher et forcément plus accessible à la majorité des joueurs. Complètement. Et puis, en plus, visuellement, je le trouve... ultra attirant, c'est pas laid. Pourtant, le matériel est cool, je trouve, avec le côté un petit peu carte à l'ancienne, etc. Mais c'est vrai que la façade de la boîte est pas ultra incroyable. Et donc, c'est du jeu connaisseur, mais qui est vraiment accessible pour les gens qui jouent déjà pas trop. S'il y a au moins une personne autour de la table qui connaît bien les règles, qui va pouvoir guider avec plaisir. C'est du petit connaisseur. Hein. C'est ça. C'est du familial plus ou initié très moins. Clairement. On enchaîne avec la plus grosse boîte. Ah, il fallait être au moins 2, hein. Il s'agit des Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest, la version Legacy. Un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 5 joueurs et des parties de 20 à 90 minutes. C'est un jeu de Rob Daviau, Matt Leacock et Alan Hermoun, illustré par Cyril Daujean et Julien Delval, et c'est édité par Days of Wonder. Comme tous les Aventuriers du Rail. C'est quasiment la même team de toute façon. Donc on retrouve Alan Moore, comme tu disais, l'auteur originel, voilà. Enfin du jeu original. Et donc Rob Daviau, qui est l'inventeur des Legacy. C'est ça. Exactement. Et son compagnon Matt Leacock, avec qui ils ont fait le Pandemic Legacy, le jeu qui a popularisé les Legacy. Ouais, complètement, clairement. Alors malheureusement, c'est le genre de jeu, nous, en tant que vendeurs en boutique, on a plus de mal à pouvoir avoir un avis sur le long terme. On a tellement de jeux à tester qu'il est difficile pour nous de faire 12 parties du même jeu. Exactement. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a plein de gens qu'on côtoie et qui ont testé le jeu. Et les retours sont excellents sur celui-ci, en tout cas. Fans d'Aventure du Rail ou non. La mécanique de base reste la même, hein. On retrouve les wagons et les petits chemins et les villes. Mais il y a pas mal de choses qui changent, finalement. Exactement. Cette fois, c'est un legacy, comme on le disait. C'est-à-dire que au fur et à mesure des parties, les choses vont évoluer. On va commencer dans le grand test et explorer petit à petit tous les États-Unis, jusqu'à avoir un plan entier des États-Unis, et donc des petits ajustements de règles et de matériel au fur et à mesure de la partie. Les premières parties sont très courtes, et à la fin, forcément, on part sur quelque chose de beaucoup plus long. D'où le 20 à 90 minutes. Et on peut y jouer à la fin. Et en fait, une fois que le jeu est terminé, oui, on peut faire autant de parties qu'on veut. Et là, on ne pourra plus refaire toute la... Enfin, comme tous les Legacy, c'est vrai que il y a certains Legacy, il y a les gens, ils se disent, oh là là, c'est nul, on faut jeter la boîte Pandemic Legacy, on peut jeter la boîte à la fin, quoi, clairement. Mais en vrai, même si on pouvait y rejouer, on perd tout ce côté nouveauté, les surprises de découvrir des nouveaux trucs, etc. Par contre, le côté Legacy, cette partie découverte, c'est quelque chose d'assez jouissif, en fait. Oui. Ah bah oui. Ouais. Tant qu'on l'a pas fait, on a du mal à comprendre ce que c'est qu'un Legacy. Bah surtout que la plupart des Legacy coûtent une blinde, 100 € parfois, et on se demande comment les gens peuvent mettre autant dans un jeu qui va durer entre guillemets qu'une fois. Mais je pense qu'on a assez de joueurs avec beaucoup de jeux chez eux pour en avoir certains finalement, comme on appelle la pile de la honte, avoir des jeux qui peuvent se rejoindre indéfiniment finalement qu'on n'a jamais joué. Parce que là en fait on va faire 12 parties de toute façon. Ce n'est qu'à la fin des 12 parties qu'on saura qui a vraiment gagné, parce qu'on peut gagner 11 parties et ne pas gagner la totalité du jeu. Donc c'est vraiment une expérience à part. Un truc que il faut partager avec un groupe de joueurs qu'on apprécie et qui pour aller jusqu'au bout de l'aventure, quoi, finalement. C'est très chouette de voir un Legacy nommé à un Spiel des Jahres. Ça met en avant ce principe de jeu qui est de plus en plus apprécié depuis maintenant quelques années. Et puis, j'ai envie de dire que les Aventuriers du Rail passent par la case Legacy, ça semble être une évidence. En fait, je pense que maintenant, tous les jeux à succès vont avoir une version Legacy un jour ou l'autre. C'est ça. C'est vrai que c'est un jeu qui a eu tellement de déclinaisons que ne pas en avoir une Legacy, ça aurait été dommage. C'est clair. J'imagine qu'il y en aura peut-être une deuxième. On enchaîne avec Émission, ou Daybreak dans sa version anglaise et française, a priori. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui est pas encore sorti. Qu'on est allé récupérer donc en Allemagne. Ouais, et c'était pas évident de l'avoir, donc là c'est la version allemande. C'est à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 120 minutes. Un jeu de Matt Leacock et Matteo Menapace, illustré par Mats Berg
et édité par Schmitt et CMYK en France. Encore Matt Leacock. Voilà, un habitué des jeux coopératifs, car c'est un jeu coopératif. Exactement. C'est même un des maîtres du genre. Oui, bah clairement, avec Pandémique, il a su montrer à tout le monde que c'était cool le jeu coop, et il continue dans cette voie et avec beaucoup de talent. Et encore une fois, il s'attaque aux problèmes qu'on retrouve dans notre monde. Oui, là, ça va être l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Le réchauffement climatique, et on va lutter contre. Et là, on est clairement sur un jeu où le thème est imbriqué dans la mécanique, et c'est ça qui est excellent. Donc on est des grandes nations comme la Chine, les USA, et le but, c'est conjointement de limiter les gaz à effet de serre et tout le réchauffement climatique. Exactement. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va jouer d'une manière locale, pour son pays, avec son petit plateau individuel, mais aussi d'une manière mondiale, avec des projets qui vont être globaux, c'est comme ça ils s'appellent, des projets globaux. Donc chaque tour va être un sommet du G20 finalement. Et donc tous les pays vont devoir s'entendre pour limiter ces gaz à effet de serre et sauver notre planète. Oui, ça va être vraiment le but du jeu, clairement. La mécanique de jeu est finalement assez simple. C'est surtout qu'en plus elle est assez permissive parce qu'on va tout jouer un peu en même temps, on va se mettre d'accord entre nous, et puis on va s'entraider parfois quand on peut. Et surtout le système de cartes est assez intéressant, je trouve, celle qu'on joue devant nous, quand c'est la phase locale, où en gros on va pouvoir soit créer de nouveaux projets qui vont avoir l'héritage des anciens, donc quand on pose une carte on va la mettre par-dessus la pile qu'on a créée, soit la mettre par derrière pour soutenir un projet qui est déjà existant. Et ça c'est très 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 malin, je trouve. Et en fait il y a des projets qui vont nous demander de défausser une carte pour l'activer. La dernière option finalement c'est de jouer des cartes, soit derrière des projets globaux, soit derrière des crises. Et l'une des spécificités, c'est que ces crises, on va en avoir une de visible, mais les autres, elles ne sont pas. Enfin, on ne connaît pas la nature de ces crises. On ne connaît que la première, et par contre, on va les subir toutes. Oh, ça va en subir de plus en plus. Et à la fin de chaque manche, on va avoir les émissions de tout le monde, et ça va être capté par soit les forêts, soit par les océans. Ça, c'est sur le plateau du monde. Et tout ce qui va rester, c'est ça qui va faire augmenter la température globale. Et plus la température globale va augmenter, plus il y aura de crises. Enfin voilà, ça va être catastrophique pour nous. Le but du jeu, finalement, c'est d'inverser la courbe et de finalement produire moins que ce qu'on est capable d'absorber. Mais il faut pas oublier sa population. Parce que notre population, elle veut rester moderne. On n'a pas envie de retourner à l'âge de pierre. Et d'avoir de moins en moins d'énergie sale. On va convertir toute notre énergie sale en énergie verte. Et en fait, il est important d'avoir suffisamment d'énergie parce que sinon, les communautés, elles, qu'est-ce qui se passe? Elles font la gueule. Elles sont mécontentes. Et ça, c'est pas bien. Non, parce que c'est aussi une des manières de perdre la partie. Non seulement ça va nous pénaliser pendant toute la partie, mais en plus, si jamais à la fin, si on a plein de communautés en colère, on perd la partie. Même si le jeu n'est pas encore édité en France, il est disponible sur Board Game Arena. C'est comme ça qu'on a pu le tester un petit peu. On a quand même essayé avec la version allemande. On a jonglé entre la version allemande en physique et la version dématérialisée sur BGA. À noter que ce que vous allez voir à l'image de la version allemande, c'est pas le matériel définitif en France, clairement. Là vraiment c'est pas foufou la version allemande. Non, c'est là où on voit peut-être une différence entre la vision française et la vision allemande, c'est que le matériel en Allemagne, peut-être qu'ils s'en moquent un petit peu plus. Ouais, je pense, ouais. Ça risquerait de grincer des dents dans nos contrées. C'est clair, parce que c'est vraiment pas foufou. Mais bon, après, la mécanique de jeu, elle est vraiment excellente. Le jeu fonctionne très bien. Moi, je dois avouer que parmi les jeux que j'adore, comme Terraforming Mars ou Ark Nova, il y a vraiment cette imbrication entre la mécanique et le thème. Et dans celui-ci, ça fonctionne extrêmement bien, je trouve. Exactement. Et j'ai hâte du coup d'y jouer en français avec être un peu plus à l'aise, parce que le texte est assez important, même si au bout d'un moment on reconnaît. Finalement, après les icônes, on arrive à s'en sortir. Heureusement qu'il y a eu BGA pour nous lancer, et puis après maintenant, on est capable de jouer en allemand. C'est clair. La thématique est géniale. C'est un sujet qui moi me tient à cœur. Maintenant, il y a un petit défaut à ce jeu-là. Tu trouves? Je trouve, c'est que comme dans Pandémie, c'est facile d'avoir quelqu'un qui va prendre le dessus sur la table. Ouais. Ce qu'on appelle généralement l'effet leader. Dès que quelqu'un connaît un peu le jeu, il va dire toi tu devrais faire ceci, toi tu devrais faire cela. Et donc là c'est à nous finalement de maîtriser ça pour éviter ce problème-là. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que par contre, contrairement à Pandémie, comme Pandémie qu'on joue tous sur le plateau central et on va tous agir dessus, là le fait qu'il y ait quand même ce côté un peu individuel permettra peut-être d'être plus équilibré à ce sujet. Oui, mais comme tout est ouvert, en fait, on peut avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Oui. Après, à nous de gérer ça. Je pense qu'il faut se mettre d'accord au départ. Voilà, la nation est reine, entre guillemets, et en gros, tu décides finalement pour toi, quoi. Et puis le leader, t'es gentil, et tu retournes à ta place. Une fois qu'on a réparé ce petit défaut qu'il pourrait y avoir, et que vous ne rencontrerez peut-être jamais, le jeu est excellent. Très hâte de le voir arriver en boutique. Et de voir comment il va être édité. Ah, c'est clair. Et donc, est-ce que toi, tu as un petit pronostic? Oh, oui, plutôt, je pense. Je pense savoir lequel. De toute façon, je l'ai un peu dit pendant la présentation. Clairement, Emission ou Daybreak, en tout cas, je pense que c'est vraiment celui, pour moi, en tout cas, qui est le meilleur des trois.
Après, ça veut pas dire que les autres sont mauvais, loin de là. En tout cas, dans ma façon de jouer, ma vision des choses, c'est celui qui me parle le plus, c'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Ben, je suis pour une fois complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que les trois sont très très bien. Faut dire ce qui est. Et donc la thématique qui me tient vraiment à cœur, Ouais, qui est dans l'air du temps en plus. complètement, bah, ça fait que j'y rejouerai avec plaisir et très souvent. Là où peut-être d'autres un peu moins. En avant pour la catégorie reine, le Spiel des Jahres. On commence avec le premier nommé, Sur les traces de Darwin. Un jeu qui nous est pas inconnu. Et non, parce que encore une fois, on n'est plutôt pas mauvais. Enfin, en tout cas, on est en adéquation avec le jury allemand a priori cette année, parce que c'est un jeu qu'on a mis assez vite en coup de cœur sur le site. Et qui en plus a été nommé au dernier As d'or. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs, et pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. Un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Maud Briand et David Sidbon, édité par Sorry We're French. Et donc c'est un jeu auquel tu as beaucoup joué. Oui, j'ai beaucoup gagné, donc ça va pas beaucoup être objectif. Ouais, ça va pas être objectif non plus, hein. Mais pas parce que je suis spécialement bon, mais en plus souvent on joue avec des nouveaux joueurs, donc forcément ça aide un petit peu à gagner une partie. Mais c'est un jeu de pose de tuiles que déjà je trouve l'édition magnifique. Alors c'est souvent ce que je dis moi perso, c'est que finalement quand on joue le thème, on s'en fiche un peu, mais c'est très agréable, vraiment très très agréable à manipuler, et puis comme le thème est plutôt intéressant je trouve. Dans celui-ci on incarne un jeune naturaliste qui va aller répertorier des espèces au travers la planète pour aider le grand Darwin à finir son œuvre. En gros, il y a le Vrigel, si je dis pas de bêtises. C'est le bateau de Darwin qui se trouve en face d'une ligne ou d'une colonne. On prend une des tuiles qui se trouve en face, justement. La première à avancer le bateau de 1, la deuxième de 2 et le troisième de 3. Et donc, le joueur d'après jouera en face du bateau. La tuile qu'on récupère, on la place sur le plateau, à l'endroit qui est vraiment dédié. Donc, on n'a même pas besoin de réfléchir ou de composer. Parce que c'est étonnant pour un jeu de pose de tuiles, en fait. Souvent, on va les mettre les unes par rapport aux autres. Là, non. Au bout de 12 tours, on aura placé 12 tuiles et on aura nos points définitifs. Et chaque partie est un peu différente parce que les objectifs qu'on va récupérer sont tous différents. En plus, c'est des objectifs personnels pour certains. Enfin, il y a du hasard sur les jeux des tuiles. Il faut savoir s'adapter au jeu. Et puis, c'est le genre de jeu, encore une fois, où on gagne, on perd, ça dépend des parties. Mais c'est plutôt bien équilibré, c'est bien dosé. C'est voilà, pour ça comme c'est très rapide. Et l'édition est canon. Oui, tout est bien foutu, je trouve. Par exemple, les petits plateaux individuels qui sont comme des petits livres qu'on ouvre, et c'est là qu'on mettra nos espèces. Comme des encyclopédies. Et puis pareil, les objectifs, tout est bien pensé. Et ce petit livret annexe qui accompagne le jeu, avec plein d'informations sur les animaux et l'histoire de Darwin. Complètement. Moi, c'est ce que j'apprécie avec ce genre de jeu. Souvent, les gens veulent de la connaissance dans les jeux. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on joue un jeu qui est un très bon jeu. On n'est pas du tout obligé de s'intéresser aux animaux et à Darwin. Mais si on a envie, il y a cette petite annexe qui n'est pas du tout obligatoire. Le petit plus. Et ça, moi, je trouve ça excellent. Ça ouvre à la connaissance. En tout cas, ça pique la curiosité. Et en plus, du coup, ça lance une nouvelle gamme. Exactement. Ils vont sortir, je crois que c'est en septembre, sur les traces de Marie Curie. Ça va pas du tout être le même jeu. Non. Mais avec cet esprit, encore une fois, on a un jeu sur ce thème, et puis des annexes, etc. Moi, j'ai très hâte, du coup, de le tester, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur celui-là. Complètement. Celui-là, c'est un jeu de tuiles, l'autre, c'est un jeu plus de combo. Ce serait incroyable qu'il soit nommé au Spiel 2025, on verra, mais... En tout cas, nous, on l'attend beaucoup. Et on espère que cette gamme va continuer à s'étoffer, clairement. On enchaîne avec une boîte qui a beaucoup servi. Ah oui. Donc, vous pouvez le voir. La preuve que le jeu est bien. C'est Captain Flip, un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs et des parties de 20 minutes. De Paolo Mori et Remo Conzadori, illustré par Jonathan Oconte et édité par Playpunk. C'est un petit jeu de pirate familial, très très chouette. Encore un jeu de tuiles. Oui. Mais cette fois, c'est un petit peu différent. Mais oui, on va les flipper. Exactement. Déjà, on aura chacun son petit plateau. C'est généralement un bateau, et puis en plus, il y a même une petite thématique, en fait, avec les différents plateaux. Une petite histoire qui est racontée, c'est très très cool. Et donc, en gros, sur son plateau, on va essayer de placer des personnages pour marquer des points. À son tour, on pioche une tuile dans le sac, et on regarde qu'une seule face. Ce personnage-là, on va pouvoir le placer en bas d'une de nos colonnes. Mais si jamais il nous intéresse pas, on a le droit de retourner cette tuile. Et ça, on peut pas revenir en arrière. Alors, une fois qu'on l'a choisi, tant pis pour nous. Et donc, ce personnage, pas le choix, on est obligé de le mettre en bas d'une de nos colonnes. C'est un jeu qui est pas du tout compliqué, qui s'adapte à peu près à tout le monde autour de la table. Il y a 9 personnages en tout et pour tout, ils sont très simples à comprendre, l'iconographie est très claire. Ouais, ça c'est bien fichu. Quand on oppose son personnage, on sait tout de suite le nombre de points qu'on va marquer. Le but, c'est juste d'en avoir le plus à la fin de la partie. Ouais. On a souvent des bonus quand on finit de nos colonnes. Dès qu'on en a fini 4 sur les 5, la partie est terminée. Il y a quelques rebondissements pendant la partie, c'est ça qui est excellent, avec des personnages qui nous permettent de gagner gros en prenant des risques, mais voilà, quoi. Ouais. Il y a des personnages qui nous font retourner des tuiles, d'autres qui nous font perdre des points mais qui nous permettent de rejouer, donc c'est finalement c'est un petit peu une course, c'est un avantage. Sauf que comme tu disais, à la fin de la partie, si par exemple j'ai 3 canonnières ou plus, même si c'est le personnage qui rapporte le plus de points, j'ai perdu. J'ai pas mal de copains qui me répètent que leurs enfants sont ultra addicts et eux-mêmes passent un très très bon moment.
Le thème des pirates, ça fonctionne bien. En plus, le fait d'avoir des plateaux un petit peu différents, ça permet de renouveler un petit peu les parties. Et ils ont même le 5e plateau qui désormais est disponible en boutique. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de monde qui le pressent comme As d'or 2025. Ça, on verra ça l'année prochaine. En tout cas, c'est un jeu qui a trouvé son public en France. Ouais, et à voir s'il le trouve en Allemagne. On va voir. Last but not least, Skyteam. Un jeu coopératif à partir de 12 ans, à 2 joueurs uniquement, et pour des parties d'environ 20 minutes. Un jeu de Luc Raymond, illustré par Eric Ibeler et Adrien Rive, édité par Scorpion Masqué. A priori, Cosmos en Allemagne. Encore une fois, c'est un coup de cœur, Monsieur D. Un coup de cœur immédiat. Hein. Le jeu, il est vraiment excellent. Je pense qu'il a tout pour lui. Une édition de fou, un thème qui marche très très bien avec la mécanique, encore une fois. Donc c'est un jeu coopératif, comme tu l'as déjà signalé, où en fait, les 2 joueurs vont incarner le pilote et le copilote. Rassurez-vous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Le pilote n'est pas plus fort que le copilote. Et en fait, on va essayer conjointement de poser l'avion sur une piste. Et donc, pour ça, on va avoir un tableau de bord au centre de la table. Et on va surtout avoir des dés. Et l'idée du jeu, c'est qu'on va pouvoir se mettre d'accord avant de commencer une manche. Oui, on va discuter de la stratégie avant de commencer. Exactement. Sauf que on lance les dés derrière un paravent, et là, advienne que pourra. On peut plus rien se dire, on va essayer de jouer en adéquation avec ce qu'on a dit avant et avec le résultat qu'on a et que notre coéquipier a. Et il y a plein de choses à faire sur un avion, ça paraît pas, mais il faut sortir les trains d'atterrissage, faut arriver bien droit, c'est quand même mieux. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'avions sur la piste. En fait, il faudra aussi gérer la piste d'atterrissage, c'est-à-dire qu'il va falloir écarter tous les avions avant de pouvoir atterrir, mais surtout gérer la vitesse, pas arriver trop vite, parce que sinon on va dépasser la piste, ou à l'inverse, on va foncer dans les avions. Et ça, moi je trouve qu'on le ressent vraiment quand on joue. Ah oui, complètement. C'est fou. En plus, au niveau éditorial, je vous disais qu'il y avait le tableau de bord, mais il y a ces petits bitoniaux, enfin voilà, un peu avec les petites diodes qui vont s'allumer entre guillemets. Hein. Ça, c'est très très bien fichu. Ouais, c'est une très très belle édition. Ce qui est chouette dans le jeu, c'est que c'est un jeu en plusieurs scénarios. En ensemble, on a fait que la première, et j'ai envie de dire que le jeu serait très bien déjà comme ça. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller un peu plus loin dans le jeu avec d'autres personnes. Le plaisir de découvrir le matériel et les nouvelles règles, donc comme dans tout jeu à campagne. Oui. Et là, la particularité, c'est que donc on va avoir des nouveaux lieux, des nouveaux aéroports en fait, dans lesquels on doit poser l'avion, et surtout des mécaniques qui vont se rajouter. J'imagine que ça complexifie un petit peu c'est ça, en fait, le jeu, hein, clairement. On a plus de choses à gérer, donc ça devient de plus en plus compliqué de poser notre avion. Pour le coup, par contre, c'est peut-être le jeu le plus compliqué de la sélection. C'est vrai qu'il n'est pas ultra facile à aborder, c'est pas un Captain Flip pour le coup. Non. Par contre, autant on avait des jeux initiés très légers dans la version connaisseur, autant là, on a un jeu qui pour moi serait plus dans la catégorie initiée. Peut-être qu'ils vont se confronter un peu à la limite de ces catégories qui sont de plus en plus éparpillées. Et c'est pour ça que l'As d'or, lui, maintenant a 4 catégories. Est-ce que ce sera le jeu qui va faire jurisprudence? Ouais, en Allemagne, on verra l'année prochaine. Bon, pour l'instant, a priori, c'est pas le cas, mais en tout cas, on verra l'année. On passe au pronostic? Oui, écoute, vas-y, je te laisse pour une fois, débuter. Pour une fois, je commence, ça marche. Sincèrement, si on me demandait auquel je jouais le plus, il n'y a pas photo, c'est celui-là. Même si j'ai beaucoup joué à celui-là. Le seul truc, c'est qu'il me semble trop complexe pour du familial. Donc je mettrais clairement Captain Flip en favori. Ouais, moi je pense que c'est un peu pareil. En fait, s'il y avait que moi, je mettrais Skyteam. Clairement, j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Mais dans un pronostic où vraiment j'essaie de trouver le bon résultat, je pense plutôt que moi, il partirait sur les traces de Darwin. Voilà, peut-être plus classique le côté. Et puis peut-être mettre en avant aussi le côté un peu éducatif entre guillemets, un peu secondaire. Je pense que ça peut faire la différence. Dans tous les cas, ça reste une très belle sélection. Ouais, complètement. Il y a rien à dire. Hein. La sélection est excellente cette année. Tout à fait. On a 9 très bons jeux. Chacun des 9 mérite sa place. Complètement. Cette fois, il y a que 2 jeux qui sont pas encore arrivés en France. Tout à fait. Et on est du coup, ça nous a permis nous d'aller les chercher, et de les tester. Et, c'est très chouette en fait. Je trouve que ça fait même partie pour nous du plaisir de les découvrir. En tout cas, c'est un exercice inédit pour nous. On est très content de l'avoir fait. On espère que ça va vous plaire. Faut pas hésiter à commenter. On est très curieux de connaître vos pronostics à vous. Même s'il y a 2 jeux que vous aurez probablement pas testés encore, vu qu'ils sont pas encore en France. On vous donne donc rendez-vous le 21 juillet pour les résultats du Spiel des Jahres. En attendant, bon jeu!